Bonjour, chronique littérature aujourd'hui, littérature fantastique et en lien avec le Japon, mais qui va prendre une forme un petit peu particulière cette chronique. Alors que je m'explique, voilà, donc je vais parler de Kwaidan, histoire et études de sujets étranges de Lafcadio Hearn, titre original Kwaidan Stories and Studies of Strange Things. Mais dans la traduction française de l'anglais et présentation de Jacques Finet qui vient de paraître aux éditions José Corti dans la collection Merveilleux et qui fait dans les 250 pages. Alors, ma chronique, à proprement parler, figurera dans un prochain numéro de Bifrost et sera ultérieurement mise en ligne sur le blog de la revue, après quoi j'en donnerai le lien ici. J'entends par là qu'il s'agira d'une chronique, disons, indépendante, prenant le livre pour ce qu'il est dans son contenu et dans son rendu français. Cependant, je mets déjà en ligne cette chronique d'une certaine manière plus développée, car elle a en fait un objet tout autre. Je ne vais pas vraiment rentrer dans le détail des textes et de leur contexte, pas plus que je ne reviendrai sur les éléments biographiques concernant Lafcadio Hearn, etc. Pour cela, je vous renvoie le cas échéant à ma précédente chronique de Kwaidan, dans la traduction de Marc Loger. Bon, certes, elle remonte à 6 ans déjà, mais en dehors de quelques mises à jour, il ne me paraît pas utile d'en rajouter sur ces différents aspects. Ici, je vais surtout parler de ce qui, à mes yeux, rend cette nouvelle traduction problématique. Un sujet que je ne peux pas traiter de la même manière dans une chronique pour Bifrost qui ne m'en laisserait pas la place. Alors, petite note aussi au passage, j'ai des soucis de mise en page avec Overblog, on dirait. Bon, je verrai plus tard si je peux y remédier. Par ailleurs, tant que j'y suis, je suis un peu enrhumé. J'espère que ça va pas trop être pénible à l'enregistrement. Bon. J'avais déjà lu en 2012 Kwaidan, fameux recueil d'histoires de fantômes japonais dû à l'étonnant Lafcadio Hearn, dans sa traduction française classique par Marc Loger. Et je redécouvre au passage que j'avais lu en fait ce livre avant de voir le génial film éponyme de Kobayashi Masaki. Ce qui m'a d'ailleurs amené à ce constat déconcertant, contrairement à ce que je croyais, seuls deux des quatre récits du film sont tirés à proprement parler de Koedan. Les cheveux noirs et le fantôme de la tasse de thé ont bien été racontés par Lafcadio Hearn, mais pas dans ce recueil. Et j'ai donc dit des bêtises également à cet égard quand j'ai chroniqué en 2016 le curieux petit volume où trois auteurs français cherchent à conclure ce dernier récit laissé inachevé. Bon, j'y reviendrai probablement en vous causant du recueil Fantôme du Japon. Mais outre que j'envisage un petit boulot pour la fac en lien avec ce recueil, et surtout avec le film de Kobayashi, il m'a été donné de relire Kwaidan du fait de la publication chez José Corti de cette nouvelle traduction due à Jacques Finet. Un bonhomme qui ne m'inspirait pas plus que ça confiance après quelques lectures pas toujours très convaincantes, et hélas, mes craintes, toutes vagues qu'elles étaient, se sont tristement confirmées, ou à vrai dire c'est allé encore au-delà, bien pire que tout ce que je pouvais redouter. Pour faire bref et vous dispenser de la suite de cet article si vous êtes pressé, la traduction de Jacques Finet est trop aléatoire pour convaincre, parfois correcte, voire jolie. Elle se montre en d'autres occasions bien trop lourde et surtout elle est percluse d'erreurs, dont une parfaitement invraisemblable dès le premier récit du livre, qui n'incite pas vraiment à la confiance pour la suite. Il semblerait que Marc Loger, dont le texte français était très élégant, avait cependant ce défaut bien de son temps de couper quand il s'ennuyait. Mais même ainsi, cette traduction classique reste sans doute bien préférable à cette nouvelle version largement inférieure. En gros, Jacques Finet ici est comme François Bon ailleurs. Hein. Mais il y a bien pire, un paratexte parfaitement affligeant, crétin, borné. Ce sont des mots forts sans doute, mais je les crois à la hauteur du massacre. La postface est aberrante, et j'en suis sorti furieux. Bon, je reviendrai sur tout cela plus en détail. En fait, ce sera donc l'essentiel dans cette nouvelle chronique, car je n'ai pas forcément tant de choses à ajouter concernant la biographie de Lafcadio Hearn. L'atmosphère de l'ensemble, la portée du projet ou le contenu des histoires en elles-mêmes, par rapport à ma chronique initiale, même si elle était bien plus lapidaire que ce que je fais ces dernières années sur ce blog. Ceci étant, quelques notes supplémentaires sont peut-être bienvenues malgré tout, car depuis, mon regard a pu changer pour plusieurs raisons. Le visionnage répété du film de Kobayashi Masaki, la lecture d'un autre recueil de Lafcadio Hearn, Insectes, et des connaissances un chouïa moins lacunaires sur le contexte japonais. La première histoire du recueil, Miminashi Oichi, en témoigne, c'en est même sans doute la meilleure illustration. Depuis ma première lecture, j'ai donc vu le film de Kobayashi, dont c'est, je pense, le sketch que je préfère, le plus impressionnant. Mais j'ai aussi lu depuis le Didaike, ce qui a rendu le contexte de la légende bien autrement saisissant. La bataille de Dan-no-Ura, la mort de l'empereur enfant, la faim et le dépit des Taira, les moineaux biwa, etc. Tout cela rend le récit bien plus prenant, bien plus efficace, et m'autorise à y déceler une subtilité qui pouvait m'avoir échappé lors de ma première lecture. Mais sur un mode plus léger, d'autres récits m'ont affecté différemment du fait de ce que j'ai vu, lu, etc. depuis. Ainsi de Mujina, nouvelle horrible et drôle,
mais peut-être surtout drôle maintenant que j'ai vu et revu l'excellent Pompoko de Takahata Isao. Dans ce registre plus ou moins humoristique, Rokurokubi m'est apparu pour le délire gore burlesque qu'il était bien loin de tout sentiment réel de peur. La gravité, l'empathie, dans d'autres textes, m'ont davantage saisi pour des raisons somme toute similaires. La lecture par exemple des Contes de pluie et de lune de Ueda Akinari, et le revisionnage de son adaptation partielle par Mizoguchi Kanji, Les Contes de la lune vague après la pluie, ça a sans doute affecté mon ressenti dans des textes davantage tournés vers la mélancolie, notamment au travers d'histoires d'amours impossibles ou d'amitié jusqu'au boutiste. Et il y a tout un entre-deux plus difficilement définissable, hein. Prenez par exemple Le rêve d'Akinosuke, c'est une nouvelle des plus charmantes, agréablement fantaisiste, et qui introduit le thème des insectes sur lequel se conclura le recueil. Mais cette histoire, même positive globalement, résonne peut-être différemment après avoir envisagé plusieurs états de la fameuse légende d'Urashimataro, bien autrement mélancolique pourtant, et ambigu peut-être aussi. Mais même ainsi, certains textes sont à part, qui n'ont rien des histoires étranges reprises et transmises par Lafcadio Hearn. Ainsi tout d'abord de Himawari, superbe nouvelle qui, pour quelque raison que j'ignore, ne figurait pas dans la traduction de Marc Loger, mais que j'avais pu lire déjà dans le numéro 21 du Visage Vert, dans une traduction d'Anne Sylvie Omassel. Une réminiscence enfantine bien éloignée du Japon, au dépit de son titre, mais fabuleuse de par sa délicatesse et sa sensibilité. La traduction de Jacques Finet ne lui fait probablement pas honneur. Mais il faut mentionner également Horai, qui tient plus de la parabole que du récit. Sur la base du vieux mythe taoïste de la résidence cachée des immortels, l'auteur livre ouvertement sa crainte de ce que le Japon, en s'ouvrant sur le monde, perde sa singularité culturelle. C'est plus ou moins juste et globalement j'ai trouvé ce texte assez lourd, mais la traduction est peut-être en cause là encore. Enfin, Kwaidan se conclut sur toute autre chose, avec un long texte intitulé Études sur les insectes, où le contexte japonais demeure, enfin plus ou moins, assez peu quand il traite des fourmis. Et le surnaturel n'est pas toujours absent, mais nous sommes tout de même assez loin des histoires de fantômes nippons qui occupent la majeure partie de l'ouvrage. Ici, tout particulièrement, la traduction de Jacques Finet m'a régulièrement paru bien lourde. Ces textes ne sont pourtant pas sans charme, même si l'intérêt manifesté par Lafcadio Hearn pour le spencerisme, bien de son temps, peut parfois nouer quelque peu l'estomac. Dans tous les cas, je vous engage à la lecture d'Insectes, un très beau volume rassemblant de nombreux textes de Lafcadio Hearn sur la question, dont celui-ci, sauf erreur, dans un rendu plus satisfaisant. Mais j'en arrive à l'essentiel de cette chronique, l'apport, quel qu'il soit, de cette nouvelle traduction par Jacques Finet. Quel qu'il soit, bon, je n'en ai pas fait mystère, je ne suis pas satisfait au mieux. Le projet d'une nouvelle traduction pouvait faire sens. Aussi belle soit la traduction classique de Marc Loger, il semblerait donc qu'elle était lacunaire. Et de manière générale, dépoussiérer quelque peu s'avère souvent profitable. Dans les genres de l'imaginaire, nous savons très bien ce qu'il en est. Pour autant, toute nouvelle traduction est-elle forcément meilleure que celles qui l'ont précédée? Là encore, nous savons ce qu'il en est, et j'ai assez râlé sur les abominations commises par François Bon retraduisant un Lovecraft, qui en avait pourtant bien besoin, pour ne pas avoir à y revenir ici. La chronologie des traductions ne nous renseigne en effet en rien quant à la compétence des traducteurs. Généralement, j'évite de trop m'étendre sur les éventuels soucis de traduction, ne me sentant guère compétent pour cela. D'autant bien sûr que je ne me sens pas de comparer mot à mot l'original et les traductions de manière générale, et ici celles de Marc Loger et de Jacques Finet. Mais certains problèmes sautent aux yeux, même sans examen approfondi, qui suffisent probablement à instiller au moins le doute quant au sérieux et au professionnalisme de cette nouvelle traduction. Le travail de Jacques Finet ici n'est pas unilatéralement mauvais, je suppose. En cas de lecture distraite, on peut s'en accommoder, et le texte français n'est pas sans charme, parfois, vu de loin. Mais dans le détail, ça coince régulièrement bien davantage. Et parfois cela saute donc aux yeux, donnant l'impression d'un traducteur qui ne comprend absolument rien à ce qu'il traduit. Ceci, sans surprise, se produit souvent, mais pas toujours, au travers de références culturelles nippones que le traducteur ne maîtrise pas initialement. On n'en blâmera pas, hein, je ne maîtrise d'ailleurs certainement pas ces sujets moi-même. Le problème, impardonnable, c'est peut-être alors l'absence de curiosité du traducteur qui n'a pas cherché à s'assurer du sens à accorder à ce qu'il traduisait. De manière très fâcheuse, une énorme boulette de cet ordre intervient dès le tout premier récit du recueil. Autant dire que ça n'engage pas à accorder beaucoup de crédit à la suite. Il s'agit donc de Miminashi Hoichi, pourtant peut-être la plus célèbre histoire de Kwaidan avec Yuki Onna, et ce sont d'ailleurs les deux histoires adaptées par Kobayashi Masaki dans son Kwaidan. La nouvelle, chez Jacques Finet, se conclut ainsi, page 35. Toutefois, depuis ces événements, on ne l'appela plus Miminashi Hoichi, mais Hoichi le sans-oreille. Bon sang, je n'en reviens toujours pas. Bien évidemment, Miminashi Hoichi n'est pas le nom antérieur du personnage, mais signifie précisément Hoichi le sans-oreille. Mais
Que s'est-il passé? Jacques Finet traduit de l'anglais, pas du japonais, et le texte original n'est pas le moins du monde ambigu ici. But from the times of his adventure, he was known only by the appellation of Miminashi Hoichi, Hoichi the Hairless. Ce n'est pas comme s'il y avait une difficulté de traduction là. Et bon sang, même en accordant que nul n'est parfait et qu'un traducteur, même le plus compétent, peut commettre une étourderie, comment est-il possible que personne ne s'en soit rendu compte avant publication? Le livre a-t-il seulement été relu? Eh bien, plus ou moins, j'ai l'impression. Tantôt oui, tantôt non. Car divers passages de ce volume semblent témoigner de l'absence de conception générale, en faisant usage de choix opposés et même contradictoires. En effet, même avant la gaffe monumentale concernant Miminashi Hoichi, Jacques Finet livre des remerciements qui m'ont laissé pantois, page 7. S'il, Lafcadio Hearn, cite des mots japonais, noms propres, noms communs, proverbes, il les transcrit selon la phonétique anglaise. Il est clair que celle-ci n'est pas la phonétique française. Un seul exemple. Le papillon s'écrit cho, C-H-O, en phonétique anglaise, mais avec le CH prononcé à la britannique, comme dans chocolate, et le O allongé. La graphie française pour cho, C-H-O deviendra donc cho, T-C-H-O, accent circonflexe. Sans l'aide d'une japonaise parlant parfaitement le français, les dieux savent à quelles aberrations, sikh, putain de sikh, quelles aberrations donc ne m'auraient pas conduit la simple reproduction des transcriptions anglaises. J'ai donc cherché et trouvé l'oiseau rare, qui a surveillé et rectifié l'orthographe de tous les mots japonais transcrits selon la prononciation française. What? Alors, je ne m'en prends pas du tout à la japonaise parlant parfaitement le français, là. Mais Jacques Finet semble ne pas être au courant que depuis le temps de Lafcadio Hearn, soit plus d'un siècle tout de même, on a traduit en français des milliers, des centaines de milliers de livres, de films, de BD, etc. en provenance du Japon, et qu'il existe au-delà même des Romaji des règles concernant la transposition, règles simples et en rien problématiques, par ailleurs bien connues de tous ceux qui, depuis plus d'un siècle, lisent des œuvres japonaises en traduction française. Il n'est même pas nécessaire d'entrer dans les détails de la méthode Hepburn, qui reste la plus couramment utilisée, même si une autre approche a été proposée depuis par les autorités japonaises, et cela fait longtemps que les traductions françaises se passent même du petit résumé de ce système, qui avait un temps été de coutume. Ce traducteur vit-il dans une autre époque? Parce que, perso, si j'ai trouvé des vieux bouquins en français traitant de Chikamatsu, T-C-H-I-K-A-M-A-T-S-O-U, quand j'ai lu le dramaturge en français, c'était bien sous le nom de Chikamatsu, C-H-I-K-A-M-A-T-S-U, universellement adopté. Bon, je vous passe les gags de la chronique écrite sur Kurosawa, Mitsuguchi, Akutagawa et Taniguchi. Par chance, en dépit de ces remerciements invraisemblablement conservés en tête d'ouvrage, la quasi-totalité du recueil ne suit en fait pas cette vilaine et absurde promesse en forme de menace. Je suppose donc que quelqu'un, chez Corti, a pu notifier au traducteur que c'était vraiment une idée à la con, mais en oubliant de retoucher l'entête. C'est ballot. Mais ouf, nous avons bien Hoichi et pas Hoichi avec le T qui se balade, nous avons bien Mujina et pas Mujina, M-O-U-D-J-N-I-N-A. Bon. Cela dit, ça et là, de ces bizarreries phonétiques demeurent pourtant. Par exemple, quand Jacques Finet parle du kitsune, OU, sur lequel il me faudra revenir. Et surtout, nous avons cette note de bas de page qui revient sur l'exemple du papillon figurant dans les remerciements. Alors, c'est la note numéro 118, page 171. Monsieur Ogino, dans un de ses courriels, m'a expliqué que pour la prononciation occidentale, il faudrait écrire Cho, T-C-H-O, accent circonflexe. Pour le respect du kanji, il faudrait écrire Cho, C-H-O, accent circonflexe. J'ai choisi la première graphie pour une raison bien subjective. Elle justifie le nom Chio-Chio-san dans Madame Butterfly de Puccini. En italien, Chio, C-I-O, se prononce Cho, T-C-H-O, accent circonflexe. Ce qui, vous l'avouerez, est bien la meilleure des raisons. Putain. Les remerciements louent enfin une relecture attentive. Page 8. Elle a permis l'élimination de jolies bourdes dans tous les domaines du français. Eh bien, pas assez, faut-il croire, et il aurait été utile d'envisager d'autres domaines que ceux du français. Tout cela ne donne décidément pas l'impression d'un grand sérieux, et il en va de même dans d'autres endroits du recueil, de manière plus ou moins discrète. On a ainsi l'impression parfois d'un traducteur qui ne comprend tout simplement pas ce qu'il traduit et ne fait pas le moindre effort de curiosité pour éviter des contresens, etc., ou tout simplement qui s'en moque. Par exemple, quand il accole à la nouvelle Mujina le titre français Le fantôme sans tête, page 81. Le récit est pourtant très explicite, et même dans cette traduction, sur le fait que la créature n'est pas sans tête, mais sans visage. Et non, ce n'est pas du tout la même chose, et ça n'a rien d'anodin, parce que c'est ce trait précisément qui fonde tout à la fois le frisson d'horreur et l'éclat de rire ironique chez le lecteur. Des choses plus anodines, certes il y en a, comme ce Japon du Meiji, etc. Bon, vous pouvez vous montrer bon prince si ça vous chante, je n'en ai pas tant que ça envie pour ma part. Car, non, je ne pourrais pas relever de semblables erreurs à chaque page, je ne le prétendrai pas. Mais à ce stade, l'accumulation est déjà bien assez suffisante
pour se montrer méfiant quant au travail de Jacques Finet, et pour déplorer qu'un livre aussi beau, fort et important que Kwaidan ait été ainsi traité par-dessus la jambe par un traducteur qui se moquait totalement de ce qu'il faisait. Mais il y a pire, bien pire. De quoi passer du dépit au dégoût, du soupir à la colère. Le paratexte ahurissant que Jacques Finet a collé à sa traduction. Je ne sais même pas par où commencer. Bon, il y a 3 temps. Après les remerciements, une brève présentation de l'auteur, page 11-15. Ensuite, des notes de bas de page, hélas pas toujours bien distinguées de celles de l'auteur, mais quand une de ces notes est totalement à côté de la plaque, on a généralement sa petite idée du responsable. Enfin, une longue postface, page 211 à 250. Et c'est surtout là qu'est le drame, même si je reviendrai sur les notes de bas de page un peu plus loin. Jacques Finet commence par nous dire que les stéréotypes c'est pas bien, ok, avec comme angle d'attaque Tintin et le Lotus bleu, page 213. Bon, admettons. Vous savez ce passage où Chang explique aux reporters du Petit 20e que les Chinois ne sont pas les cruels personnages que l'on croit en Europe. Alors certes, la BD date de 1934-1935 en plein péril jaune, et on pouvait croire naïvement que l'on avait un peu dépassé tout cela en l'espace de 80 ans. De même que l'on n'envisageait peut-être plus les Japonais au seul prisme de Mitsui Hirato, tant qu'à causer de stéréotypes négatifs justement dans cette BD. Parce que bon, les Chinois ok, mais euh, euh, attendez, justement Chang parle des Chinois là. On devrait plutôt parler de Japonais, non, pour Kwaidan. Associer les deux dans cette référence par ailleurs bien plus contrastée que Finet ne le prétend, n'est-ce pas un peu un stéréotype, hein? Mais non, voyons. C'est juste que Jacques Finet entend nous parler, pas tant des fantômes japonais, que des fantômes extrême-orientaux, c'est le titre. En fait, le Japon, et Kwaidan notamment, ne sont quasiment pas étudiés dans cette postface à Kwaidan, où 90% des développements Obama portent sur des textes chinois ou vietnamiens. Enfin, des textes, plus exactement, un livre chinois et un livre vietnamien. Un seul pour chaque pays, putain. Assurément un corpus suffisant pour parler des fantômes extrême-orientaux sans sombrer dans les stéréotypes. Quoi? Des cultures différentes? Dans l'espace et dans le temps? Ouais, c'est débridé, hein. Et de toute façon, le Japon comme le Vietnam ne sont rien sans la Chine, tout le monde le sait. Donc on pourrait même se contenter de cette dernière, en fait. Hop, à l'évidence. Bon, en ce qui me concerne, ça serait comme de traiter du fantastique européen en prenant la métamorphose de Kafka et le Horla de Maupassant pour seul référent, et pour aussitôt en remonter à Ovide seul, parce que le reste n'est rien sans la romantique, alors on s'en balèque. Ce qui n'aurait assurément rien d'un stéréotype, au contraire, une approche sensée, pondérée, pertinente comme aucune autre. D'ailleurs, notre postfacier, sur la base de son corpus érudit à l'ampleur sans pareil, trouve le moyen de nous balancer des développements façon sadisme et supplice oriental. Ce qui vous en conviendrait est probablement ce que l'on peut faire de moins stéréotypique depuis au moins le 19e siècle. Je croyais naïvement qu'on en était revenu depuis, allez, le lotus bleu à tout hasard, dont c'était partie du propos, appliqué à la Chine, et que Jacques Finet citait justement en ouverture de son analyse. Mais Jacques Finet en trouve des exemples dans son unique référence vietnamienne. C'est donc que ça vaut aussi pour le Japon. C'est pareil. Inversement, il peut balancer 3 mots sur le Shinto pour en citer des exemples au Vietnam. Cela arrive à plusieurs reprises. Alors, bon. C'est peu dire, il raconte plein, mais alors plein de conneries, en procédant systématiquement à des généralisations abusives sur la base de ces 3 seuls livres sources, ou 2,5. Car Kwaidan, justement, est censé parler pour le Japon, mais Jacques Finet ne s'y rapporte quasiment jamais. En fait, il cite bien un autre ouvrage pleinement japonais, ça et là, Les Contes de pluie et de lune de Ueda Akinari, pas le pire des choix. Je ne suis pas certain qu'il soit allé bien au-delà de la préface de René Sieffert, préface de toute façon mal comprise, puisqu'il y voit un argument en faveur de sa thèse, voulant que le Japon doit absolument tout à la Chine. Ce n'est certainement pas ce que dit René Sieffert, éminent japonologue, dans ce texte. Vous en voulez encore? Masochiste. Mais il y en a. Car Jacques Finet, après nous avoir abreuvé de sa colossale érudition orientaliste, prend sur lui de nous présenter de manière exhaustive les plus fantastiques et terribles des créatures, les femmes. Sa thèse, vachement audacieuse, c'est que le fantôme extrême oriental est presque toujours la fantôme, c'est comme ça qu'il le présente, ainsi de la yurei au Japon. Tandis que, comme chacun sait, le kitsune est toujours un homme, toujours. En fait, page 215 note numéro 162, c'est même, je cite, l'équivalent masculin d'une yurei. Bon sang, le kitsune est peut-être la créature la plus connue du folklore japonais, et sous des avatars si souvent féminins, même sans compter la scène classique du mariage d'Ernard, à moins qu'il ne faille y voir un mariage pour tous. En fait, pareille étude aurait pu faire sens si elle avait été confiée à quelqu'un de compétent et qui n'aurait pas simplement cherché, au travers d'une typologie débile, à exposer ses préjugés sur un ton narquois qui ne rend la manœuvre que plus lamentable.
Figurez-vous que Jacques Finet trouve le moyen, dans son étude déjà admirablement resserrée et précise, de glisser 3 mots sur les Femen en plein examen des fantômes extrêmes orientaux, page 242. C'est ici que nos amis anglo-saxons écrivent WTF, point d'interrogation, point d'exclamation, je crois. Ben, en fait, Jacques Finet a fait bien pire encore avant cela, en glissant de semblables récriminations peu ou prou dans le texte même de Lafcadio-Hearn. Dans Études sur les insectes, Lafcadio-Hearn, traitant des fourmis, nous dit ceci, page 199. Ce monde de travail ininterrompu rappelle celui des Vestales. Certes, il arrive de voir quelques mâles, mais ils n'apparaissent qu'en des saisons particulières et n'ont rien à voir avec le travail, ni avec les travailleuses. Aucun d'entre eux n'oserait s'adresser à une ouvrière, sauf situation d'urgence ou péril pour la race entière. En échange, aucune travailleuse ne parle à un mâle. Dans ce monde bizarre, les mâles sont des êtres inférieurs, tout aussi incapables de travailler que de combattre. On les tolère, mais on voit en eux un mal nécessaire. Et là, Jacques Finet nous livre cette précieuse note de bas de page, la numéro 156. De nos jours, certaines cyniques défendent pareille théorie. NDT. Ce qui vous en conviendrait, une fois de plus, était non seulement pertinent, mais aussi parfaitement indispensable. Bon sang, ce n'est pas en préface, ce n'est pas en postface, c'est dans le texte même. Je ne suis certainement pas le plus fanatiquement féministe des hommes, prétendre le contraire ferait à bon droit rigoler les copines, à moins que ça ne les navre ou ne les agace en égale mesure, même si j'essaye de me soigner et il est bien temps. Mais quand je lis des conneries pareilles, et surtout associées à un texte originel qui vaut tellement mieux et ne demandait absolument rien de la sorte, bon sang, c'est vrai qu'il y a du boulot, hein. L'ensemble est de toute façon parfaitement consternant, à peu près systématiquement à côté de la plaque, un vrai catalogue du pire essentialisme appliqué à l'imaginaire, perclus d'archaïsme et de préjugés, totalement dénué de la moindre culture sur le sujet, pas le moins balancé, mais pas moins balancé avec un très pénible aplomb souriant et hautain de vieux sages à qui on ne la fait pas. Et il a d'autres marottes, bon, des cibles habituelles qui n'ont pas grand-chose à voir avec Quaidan, mais qu'importe. Jacques Finet n'est pas à une gratuité près. On a donc droit au ritournel habituel, le gore c'est le mal absolu, Stephen King est un médiocre voire pire, etc. Au regard des conneries précédemment mentionnées, ces autres formes de préjugés crétins ont quelque chose de reposant, en fin de compte. Mais bon sang, comment a-t-on pu publier des bêtises pareilles et dans pareils livres? Lafcadio-Hearn vaut mieux que ça, bien mieux. Ce massacre, décidément, me renvoie aux traductions de Lovecraft par François Bon. Je pourrais vaguement passer l'éponge quant à semblables bêtises si je les trouvais dans un livre médiocre, mais dans Quaidan, c'en est presque criminel. Lisez Quaidan, mais pas comme ça. Et si vous n'avez pas le choix, prenez au moins soin d'arracher la postface. Vous y gagnerez.